Ici, pas plus loin. Amanichaketo impose une limite à l'empereur romain. Les ossements de ses légionnaires blanchissent sous le soleil. La reine méroïtique contraint les Romains à bout de nerfs à signer la paix. Le triomphe est immense pour la Nubie. L'histoire du royaume de Méroé fourmille toutefois de mystères. Certains sont rédigés sous forme de hiéroglyphes sur les parois des tombeaux. Les spécialistes n'ont toujours pas percé le secret des écrits méroïtiques. Le mélange de hiéroglyphes égyptiens et d'éléments africains les laisse perplexes. Voilà, les voûtes en corbellement là qui étaient... Nous sommes capables de reconnaître par exemple les noms des dieux, les noms des rois et des reines, les noms des gens sur les tables d'offrandes funéraires. Nous arrivons à reconnaître quelques mots, notamment ceux qui sont de l'emprunt à l'égyptien. La tombe de la reine Amanitor a donné un indice. Son nom est écrit en hiéroglyphe méroïtique à gauche, en hiéroglyphe égyptien à droite. Ainsi, certaines syllabes ont pu être déchiffrées. Nous connaissons bien l'écriture méroïtique. Le principal problème, c'est que, même en sachant lire les lettres, les mots isolés et certaines phrases entières, nous n'en comprenons pas le sens, car nous ne connaissons pas la langue exprimée à travers ces lettres. Nous maîtrisons une vingtaine de mots, c'est tout. Il nous est impossible de comprendre une phrase ou un paragraphe. Du coup, le travail consiste à trouver des langues existantes encore aujourd'hui qui pourraient elles-mêmes être les descendantes de langues apparentées au méroïtique. Donc, avec toutes les prudences qu'imposent les règles de changement, etc., nous pouvons progressivement, en étudiant ces langues parlées aujourd'hui, trouver des moyens de comparaison pour comprendre cette langue disparue depuis très longtemps, depuis 300 ans après Jésus-Christ. Les tombeaux des Candaces ont tous été violés et pillés. La plupart des pyramides ont été démantelées ou fouillées par des chasseurs de trésors. Le premier pillard européen s'appelait Giuseppe Ferlini. En 1834, cet Italien a vidé de fond en comble la pyramide d'Amanichaketo. Il a mis la main sur le trésor légendaire de la puissante Candace. Sa découverte a déclenché un afflux de pilleurs de tombes dans la nécropole de Méroé. Ils ont laissé derrière eux un champ de ruines dont la restauration commence à peine. Le mobilier funéraire a disparu. Les bas-reliefs ont été détruits. Au début de notre ère, comme l'illustre cette reconstitution infographique, la nécropole de Méroé et ses nombreuses pyramides est une des prouesses architectoniques les plus prodigieuses dans l'histoire de l'Afrique. À l'extrême nord se dresse la pyramide de la reine Amanitor. Nombre de temples sont décorés d'images des Candaces. À l'origine, elles étaient polychromes. Ce bas-relief montre la Candace au milieu de sa famille. Vêtue d'habits hauts en couleur, elle se présente à un dieu à tête de lion. Elle se tient entre son mari, le roi Natakamani, et son fils, Arikansharer. Le dieu lion bénit sa famille avec le signe hiéroglyphique de la vie. Amanitor se donne ainsi une légitimité aux yeux de son peuple.
Amanitor va plus loin encore. Elle menace de son épée les prisonniers agenouillés devant elle et qui lèvent les bras pour implorer sa clémence. D'une part, Amanitor est représenté le bras levé, foudroyant les ennemis, ce qui illustre déjà son caractère bien trempé. Elle se fait représenter sous les traits d'une régente, de la souveraine de la région. L'autre point important, c'est que son nom se retrouve partout dans la nécropole. Il est gravé, sculpté ou tracé sur chaque temple du site. Le rang supérieur occupé par Amanitor semble démontrer que les femmes en Nubie, dans le pays de Kush, jouaient un rôle beaucoup plus important qu'ailleurs. Les régions au-delà du désert sont dirigées par des hommes, généraux grecs et empereurs romains. À Méroé, ce sont les femmes qui sont au pouvoir. Comment Amanitor a-t-elle pu accéder à une position aussi éminente ? Le rôle des femmes dans la région renvoie très certainement à leur origine africaine, à la structure matrilinéaire qui prévalait dans la région. Matrilinéaire, cela signifie pour l'essentiel que la position et l'héritage d'un individu au sein d'une société sont tributaires de la position de sa mère. En Égypte, la déesse Isis est la protectrice des mères et des enfants, la gardienne de la famille. Ici, à Méroé, elle est représentée les seins nus, tenant des prisonniers dans une main. Un corps aux formes arrondies est la beauté même. Il rayonne la fécondité, exprime le bien-être, conformément à la tradition africaine. Qu'est-ce qui distinguait cette société dirigée par des femmes? La réponse est dans la steppe africaine. L'environnement aride y détermine depuis longtemps les conditions de vie. Les tribus sillonnaient la région en quête de parcelles de verdure pour leurs troupeaux. La majeure partie des études porte sur les palais, les temples, les témoignages fastueux. Or, il faudrait fouiller les sites où vivait le petit peuple afin de mieux comprendre le rôle joué par les femmes ordinaires. Il faut oublier un peu les reines et se concentrer sur le rôle des femmes du peuple. Que faisaient-elles? À quoi ressemblait leur quotidien? Conformément à la tradition africaine, les femmes étaient le centre de la famille. À l'image des dieux, elles sont capables de donner la vie. La mère possédait les biens et elle léguait ses biens à ses filles. C'est la femme qui choisissait son futur époux. La prospérité et le bien-être des hommes étaient donc suspendus au bon vouloir des femmes. La richesse familiale se composait essentiellement du bétail et des rares affaires que ces nomades transportaient avec eux.